Anna Maria Luisa était la dernière membre de la célèbre dynastie des Médicis, connue pour sa ruse, son pouvoir et sa richesse. Mais malgré la splendeur dans laquelle elle est née, sa vie a été marquée par la maladie, le scandale et un pouvoir déclinant. Pourtant, dans la mort, elle a réussi un dernier coup de génie qui a préservé à jamais l'héritage des Médicis. Voici son histoire. Anna Maria Luisa de Médicis est née au Palazzo Pitti, le palais grand-ducal de la famille Médicis à Florence, le 11 août 1667. Comme vous pouvez le deviner par son nom, elle appartenait à la célèbre maison des Médicis, l'une des familles aristocratiques les plus importantes de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne en Europe. Les Médicis étaient une puissante famille de banquiers, à Florence à la fin du XIVe siècle, alors que la ville restait une république. Au cours des 100 années suivantes, ils ont progressivement consolidé leur pouvoir politique, contrôlant effectivement Florence dans les coulisses. En 1532, ils devinrent ducs de Florence, puis en 1569, les Médicis furent élevés au rang de grands-ducs de Toscane, marquant le passage d'une république à une monarchie héréditaire. Le père d'Anna Maria était Cosme de Médicis, et 3 ans après sa naissance, il devint grand-duc de Toscane, sous le nom de Cosme III. La mère d'Anna Maria était Marguerite Louise d'Orléans, membre d'une branche collatérale de la famille royale française. Malheureusement, ses parents se détestaient. Marguerite Louise, une princesse fougueuse, trouvait Cosme hideux et ne s'en cachait pas. Elle se moquait de lui en public, et la légende dit qu'elle aurait tenté de provoquer la fausse couche d'Anna Maria en montant à cheval imprudemment pendant sa grossesse. Comme beaucoup de femmes royales, elle n'avait pas le choix et a été forcée d'épouser Cosme pour sceller une alliance politique entre la France et la Toscane. En fait, cette alliance durait depuis plus d'un siècle, les Médicis et la couronne française mêlant leurs lignées à de nombreuses reprises. Mais le geste le plus audacieux eut lieu en 1600, lorsque le roi Henri IV de France épousa Marie de Médicis, l'héritière florentine farouchement ambitieuse, pour en faire sa reine. Ceci fut l'un des nombreux mariages entre les deux familles, entraînant un certain degré de consanguinité entre la maison de Médicis et la maison royale française des Bourbons. Ils étaient également étroitement liés par des mariages à l'autre grande maison royale d'Europe, la maison de Habsbourg, dont différentes branches régnaient sur l'Espagne et l'Autriche. À ce stade, les effets de la consanguinité royale étaient évidents pour tous, surtout en regardant l'Espagne. Le roi Charles II, qui régna de 1665 à 1700, était un spectacle tragique. Maladif, défiguré et affligé d'une mâchoire si tordue qu'il pouvait à peine parler ou mâcher. Anne-Marie elle-même était souvent malade, et il a été supposé que des générations de consanguinité dynastique y ont peut-être joué un rôle. Pourtant, alors que certains attribuaient sa fragilité à des générations de lignées entremêlées, d'autres affirmaient qu'elle souffrait de la syphilis, une rumeur scandaleuse qui suscite encore des débats parmi les historiens aujourd'hui. Anne-Marie avait 2 frères, Ferdinando l'héritier, qui avait 4 ans de plus qu'elle, et Gian Gaston, qui avait 4 ans de moins. Mais leur enfance royale était tout sauf dorée. Après des années de luttes acharnées, leur mère abandonna la cour des Médicis et s'enfuit en France en 1675, laissant derrière elle Anne-Marie, âgée de 7 ans, et ses frères et sœurs. Ils furent alors élevés par leur grand-mère, Vittoria de la Rovere, et malheureusement, ils ne reverraient jamais leur mère. On ne peut que spéculer sur la façon dont cela a influencé le reste de leur vie et le déclin de leur dynastie. En tant que fille unique du grand-duc, la question du mariage d'Anna Maria était importante depuis son enfance. Il y eut très tôt une proposition de la marier à son cousin, le grand dauphin de France, héritier désigné à l'époque du roi Louis XIV, mais cela ne se concrétisa jamais. Si cela avait eu lieu, cela aurait constitué une nouvelle couche de mariage et de consanguinité entre la maison de Médicis et la maison royale française des Bourbons. Parmi les autres prétendants potentiels dans les années 1670 et 1680 figurait le roi Pierre II du Portugal. Finalement, cependant, l'alliance matrimoniale que son père a approuvée fut avec Jean-Guillaume, électeur palatin, une principauté importante dans la région du Rhin, en Allemagne de l'Ouest. Dans le cadre de cet arrangement, l'électeur palatin a aidé Cosme à obtenir le titre d'Altesse royale, ce qui le plaçait parmi les rois d'Europe,
bien qu'il ne portât que le titre de grand-duc. Le couple se marie le 5 juin 1691. Anna Maria avait 24 ans et Johann en avait 36, ce qui faisait de lui son aîné de 12 ans. Durant les festivités de l'événement, un témoin a déclaré ceci sur Anna Maria. De sa personne, elle est grande. Son teint était clair, ses yeux grands et expressifs. Ses yeux comme ses cheveux étaient noirs, sa bouche était petite avec des lèvres pleines. Ses dents étaient aussi blanches que l'ivoire. Ce mariage fut un succès mitigé. D'un côté, Anna-Marie et son mari partageaient un amour de la musique et de la culture et se soutenaient mutuellement dans leurs activités depuis leur cours élaboré dans la ville de Düsseldorf en Allemagne. Pourtant, le mariage fut également assombri par la déception et il se peut qu'il ait été entaché par la maladie. Son mari, Johann Wilhelm, était soupçonné depuis longtemps d'avoir attrapé la syphilis lors de son premier mariage, bien avant qu'Anna Maria ne devienne sa femme. Bien que sa première épouse soit morte de la tuberculose, en 1689, les rumeurs de syphilis ne se sont jamais éteintes. La syphilis est une maladie lente et cruelle, qui peut détruire le corps sur des décennies. Si Anna Maria l'a effectivement contractée, cela pourrait expliquer les maladies chroniques qui l'ont tourmentée, jetant le doute sur le fait que la consanguinité soit seule responsable. Un indice glaçant est apparu en 1692. Élise est tombée enceinte, mais a rapidement fait une fausse couche. Après cela, elle et Johann n'auraient plus d'enfants. Et avec cette unique grossesse perdue, la lignée des Médicis s'est rapprochée de l'extinction. L'absence d'enfants d'Anna Maria et de Johann n'était pas seulement une tragédie personnelle, elle a provoqué une onde de choc au sein de la dynastie des Médicis. Anna Maria n'avait que 2 frères et sœurs, et les 2 mariages furent des désastres en termes de succession. Ferdinando, l'héritier du Grand-Duché, est mort en 1713 sans enfant, tandis que l'union sans amour de Jane Gaston avec Anna Maria de Saxe-Lomberg n'a engendré que de la misère et, bien sûr, aucun enfant. Au moment où Ferdinando est mort, tout était déjà écrit. La lignée directe des Médicis allait s'éteindre. Dans une tentative désespérée de préserver son héritage, le grand-duc Cosimo III publia un décret radical, déclarant que sa fille pourrait succéder au grand-duché s'il ne restait aucun héritier mâle. Ce décret scandalisa l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles VI, qui déclara que lui seul pouvait modifier les lois de succession, car le grand-duché était un fief impérial. Après avoir brièvement reconnu la revendication d'Anna Maria, il revint vite sur sa décision, affirmant que l'Autriche et la Toscane devaient choisir ensemble la maison royale héritant de la couronne des Médicis. Il est difficile de voir ce que Cosme espérait accomplir par cela. Anna Maria avait maintenant 46 ans et était bien au-delà de l'âge de procréer. Même si elle héritait du Grand-Duché, il n'y aurait plus personne pour lui succéder. Cosimo était-il délirant, désespéré ou espérait-il autre chose ? Le 25 octobre 1007, 123 Cosimo III publia une dernière proclamation dramatique. La Toscane doit rester libre. Anna Maria Luisa succéderait sans contestation après Gian Gastone et seul le grand-duc nommerait son héritier. C'était une dernière tentative désespérée de contrôler l'avenir depuis son lit de mort. 6 jours plus tard, à 81 ans, un âge remarquable pour son époque, Cosimo était mort. Gian Gastone a succédé en tant que grand-duc de Toscane, régnant jusqu'en 1737 époque, à laquelle sa sœur aînée, Anna Maria Luisa, était toujours en vie et prête à hériter, exactement comme leur père l'avait décrété. Mais le dernier souhait de Cosimo fut anéanti. Lorsque le moment est venu, l'Europe a tourné le dos à sa proclamation et à Anna Maria. Dans les coulisses, les grandes puissances européennes tramèrent déjà l'avenir de la Toscane. À Vienne, Paris et Madrid, la diplomatie s'activait pour installer un Habsbourg sur le trône de Toscane. Au début, l'attention s'est portée sur l'infant Charles, futur roi d'Espagne, mais il a été écarté en 1736. La couronne fut promise à François de Lorraine, futur empereur romain germanique François Ier, assurant le contrôle des Habsbourg et scellant le destin des Médicis. Il y avait peu de choses qu'Anna Maria pouvait faire. La Toscane était tout simplement trop petite pour défier la volonté des géants de l'Europe. Britanniques, Français, Espagnols et Autrichiens ont décidé de son avenir sans tenir compte de l'héritage des Médicis.
Avec François de Lorraine installé, le Grand-Duché resta une possession des Habsbourg jusqu'à ce que les feux de l'unification italienne balaient la région plus d'un siècle plus tard. Le retour d'Anna Maria à Florence fut quelque peu particulier. Veuve depuis 1716, elle rentra à Florence l'année suivante depuis Düsseldorf. Durant les 20 années suivantes, elle resta une figure majeure lors du changement à la cour. Anna-Marie et son frère, Jean Gaston, ne partageaient à eux guère plus que le sang et une amère rancœur. Ils la détestaient pour avoir arrangé un mariage désastreux avec Anna Maria, une femme si désagréable et grosse qu'elle devint la risée de la cour. Jean Gaston, quant à lui, menait une vie d'excès vulgaire, connu pour vomir lors des banquets et raconter des blagues salaces. En revanche, Anna Maria devint le visage raffiné et respectable de la dynastie Médicis en déclin. Ironiquement, avec l'aide réticente de sa belle-sœur veuve, l'élégante violente Béatrice, Anna Maria s'efforça de redorer l'image publique de Gian Gastone, malgré l'antipathie mutuelle qui couvait derrière chaque sourire courtois. Gian Gaston succomba finalement à ce qui fut décrit comme une accumulation de maladies le 9 juillet 1737, mourant dans un brouillard de souffrance entouré d'ecclésiastiques et de sa sœur toujours vigilante. À sa mort, Anna Maria hérita de tout, des siècles d'art inestimables, d'immenses domaines, de trésors étincelants, de tout, sauf du Grand-Duché. Les nouveaux dirigeants prirent alors le pouvoir. Ils étaient amèrement connus sous le nom de Lorenz et étaient méprisés par le public florentin. Malgré sa notoriété et son statut symbolique en tant que dernière des Médicis, Anna Maria Luisa fut autorisée à rester tranquille dans son aile du Palazzo Pitti. Là, elle menait une vie assez recluse, accordant rarement des audiences et restant dans ses appartements privés. Pourtant, malgré son retrait de la vie publique, elle fut admirée pour sa grande générosité, donnant chaque année à des œuvres de charité l'équivalent actuel de plus d'1 million de dollars. En prenant de l'âge, la question de sa santé fut soulevée, et de nouveau les rumeurs concernant sa condition syphilitique prirent de l'ampleur. Les récits de sa mort, survenus le 18 février 1743, mentionnaient qu'elle était décédée après qu'un nodule soit apparu sur son sein quelque temps auparavant. Il est donc compréhensible que cela ait conduit à penser qu'elle est peut-être morte d'un cancer du sein plutôt que de la syphilis ou d'une autre affection possiblement liée à la consanguinité familiale. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons tout simplement pas en être sûrs. En 2012, ses ossements ont même été exhumés et étudiés à l'aide de méthodes modernes pour tenter de déterminer la cause de sa mort. Cependant, cette étude s'est également révélée non concluante. Nous ne saurons peut-être jamais la véritable cause de la mort d'Anna Maria. Quoi qu'il en soit, elle avait 75 ans au moment de sa mort et avait vécu une longue vie malgré ses problèmes de santé persistants. Elle a été inhumée dans la crypte des Médicis à San Lorenzo, la chapelle même qu'elle avait contribué à achever. Sa mort en 1743 a marqué la fin dramatique d'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Les Médicis, qui avaient commencé comme de modestes prêteurs d'argent à Florence et s'étaient hissés jusqu'au pouvoir ducal, étaient finis. La tentative désespérée de son père pour assurer la succession avait échoué depuis longtemps. Avec la disparition d'Anna Maria Luisa, la lignée directe des Médicis s'éteignit. À jamais. Au-delà du rôle qu'elle a joué dans le déclin et la chute de la maison des Médicis, Anna Maria est aujourd'hui surtout connue pour son mécénat des arts. Les Médicis sont célèbres pour avoir été les plus importants mécènes de la Renaissance italienne. Lorenzo de Médicis et son grand-père Cosme, à la tête de la famille presque tout le XVe siècle, ont dépensé l'équivalent de centaines de millions de dollars pour soutenir des écoles d'art et d'autres institutions dans la ville. Sandro Botticelli, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Donatello et Raphaël ont tous bénéficié de leur soutien à différentes époques. La famille Médicis s'est retrouvée avec l'une des plus grandes collections d'art au monde grâce à cela. Au milieu du XVIe siècle, les Médicis ont commencé à construire un grand espace pour abriter leur collection d'art grandissante, la Galerie des Offices. Près de 2 siècles plus tard, Anna Maria hérita de cette collection dans son intégralité. Des peintures, des sculptures, et bien plus encore, rassemblées sur 350 ans, craignant la dispersion ou la vente de sa collection après sa mort, elle prit une décision audacieuse et visionnaire.
Elle fit rédiger le pacte de famille, un décret légal qui interdisait à la collection de quitter Florence. Au lieu de cela, elle resterait intacte et ouverte au public aux offices, préservant ainsi l'héritage des Médicis, non pas par le pouvoir, mais par l'art. À une époque où le Louvre, le Prado et d'autres grands musées ou galeries n'existaient même pas, c'était une démarche très visionnaire de sa part. Grâce à ces décisions, la Galerie des Offices a ouvert ses portes au public en 1759, 16 ans après sa mort, et est devenue l'une des toutes premières galeries d'art accessibles au public dans le monde. Aujourd'hui, la Galerie des Offices constitue l'une des plus grandes collections publiques d'art de la Renaissance au monde. Elle présente des œuvres célèbres de la Renaissance, dont la Primavera de Botticelli, la Vénus d'Urbain de Titien et de nombreux tableaux de maîtres comme Léonard de Vinci et Caravage. C'est grâce aux décisions d'Anna Maria que la collection demeure aujourd'hui complète à Florence, témoignage du mécénat de la famille Médicis sur plusieurs siècles. Ainsi, la dernière des Médicis est donc l'une des plus grandes mécènes de l'histoire de l'art. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Anna Maria Luisa de Médicis, j'espère qu'elle vous a intéressé. Partagez votre avis sur sa vie en commentaire et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci ou sur la famille Médicis. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Voilà, c'est fini pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.